Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulé HTML deuxième partie. Alors en principe, durant cette leçon, on va voir un petit récapitulatif de la leçon précédente et puis on va ajouter d'autres nouvelles fonctionnalités qui ont été bien sûr introduites au niveau du langage HTML. Alors durant cette leçon, on va voir les divers, on va voir des tableaux, on va voir les styles et on va voir les tags doubles ou les deux tags. Alors les divers, c'est un petit récapitulatif de la leçon précédente, à savoir maintenant comment on formate un texte, comment insérer un tableau, les liens hypertextes et ainsi de suite. Et puis on va voir les tableaux, donc on va réviser encore une fois les tableaux. Et on va voir les styles. Alors le fait de travailler avec des styles nous oblige à travailler dans la partie head et non pas dans la partie body. Si vous avez suivi la leçon précédente, vous allez comprendre qu'il y a deux parties. La partie head où on introduit le titre, tout simplement, et la partie body qui contient bien sûr le contenu de la page web. Alors en travaillant maintenant avec les styles, on va travailler au niveau de la première partie qui est la partie head. Et on va voir bien sûr quelques tags doubles. Alors, fragment d'un document. Alors, comme vous devez le savoir, vous pouvez avoir par exemple une page web qui reste trop longue et qui est bien sûr divisée en plusieurs parties. Alors, vous pouvez fragmenter votre document de telle manière à pouvoir y accéder par des liens hypertextes pour aller directement à la fraction que vous voulez ou à la partie que vous voulez. Alors, pour ceci, on donne un nom au fragment, c'est-à-dire que avec la balise A, name est égal le nom, par exemple, que vous allez donner au fragment, et bien sûr, entre les deux balises, le fragment lui-même. Et puis, faire référence à ce fragment-là. Alors, pour faire référence à ce fragment-là, ou pour faire référence à tout autre document, que ce soit un document interne ou un autre site, on utilise toujours, bien sûr, la balise href est égal, et puis le nom de votre fragment. Et automatiquement, vous allez aller directement à la partie concernée. Il y a beaucoup de sites où vous trouvez, bien sûr, des pages qui restent trop longues et bien sûr qui sont fragmentées. Et chaque fois que vous faites un choix, vous êtes bien sûr dirigé directement au niveau du fragment souhaité. On peut retrouver même un menu sur la même page, mais au niveau du même menu, il vous renvoie vers une partie de la même page. Alors, vous pouvez avoir une redirection, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un lien vers une autre page HTML, mais avec bien sûr une spécificité d'aller à un bloc bien précis. C'est-à-dire que en cliquant sur un lien, vous pouvez aller directement à une page et au niveau de cette page, vous allez aller directement au bloc que vous souhaitez. Alors ça, vous pouvez le faire aussi à l'aide de la balise A. Alors, les paths absolus et les paths relatifs. Alors, les paths absolus, ce sont des paths qui nous dirigent directement vers, bien sûr, d'autres sites autres que le site sur lequel on travaille. C'est ce qu'on appelle les paths absolus. Alors, la différence qu'il y a entre path absolu et path relatif, c'est que le path absolu, il est redirigé vers un site extérieur, alors que le path relatif, il est dirigé vers, bien sûr, des pages internes qui dépendent, bien sûr, du site lui-même, sinon d'un autre site qui se retrouve au niveau du même serveur. Alors, lorsqu'il s'agit du path absolu, là aussi on saisit A, href est égal, et on donne, bien sûr, l'adresse exacte de la page qu'on doit ouvrir. Alors que le relatif, il est relatif à un document bien précis, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver un document dans un répertoire. Alors là, il faut signaler bien sûr le chemin complet pour pouvoir accéder à cette page-là. Alors maintenant, si la page qui contient le lien, ainsi que la page à laquelle on va être dirigé, se retrouvent au niveau d'un même répertoire, il n'est nul besoin d'utiliser bien sûr le chemin, on peut utiliser seulement le nom du document directement. Alors, les images toujours, floating image dans la page, image cliquable. Alors comme vous devez le savoir, lorsqu'on travaille sur une page web, vous pouvez cliquer sur du texte comme vous pouvez cliquer sur des images. Alors les images sont aussi cliquables. Il suffit d'utiliser la balise ou le tag A, d'accord? Et entre les deux A, vous avez ou bien une image ou bien un texte et automatiquement le texte ou l'image seront cliquables et vont nous renvoyer bien sûr vers le lien qui est spécifié.
Alors pour ceci, on utilise la balise IMG SRC, source est égale. Ici, c'est le nom de l'image, si vous voulez. Sinon, c'est le chemin. Et avec un style, donc, on va bien sûr insérer un style pour cette image, le style float de point right à droite, c'est-à-dire que l'image sera bien calée vers la droite de l'emplacement où elle va être insérée. Alors les couleurs, comme vous devez le savoir, au niveau d'une page web, on ne peut pas avoir une page web sans couleur, parce que la page web reste une vitrine pour le site ou pour la page. Alors maintenant, si elle n'est pas animée de couleurs, elle ne peut pas être une page qui est très visible. Alors ceci dit, Internet Explorer nous donne la possibilité d'utiliser ces couleurs. Lorsque vous utilisez le langage HTML, vous pouvez utiliser des couleurs de fond, comme vous pouvez utiliser des images de fond, comme vous pouvez donner des couleurs au texte et ainsi de suite. Toujours est-il, vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir insérer des couleurs à tout moment et à tout endroit de votre page ou de votre site web. Alors, toujours au niveau des couleurs, alors il y a des couleurs qui sont spécifiques parce que vous avez deux possibilités. Ou bien, le fait d'insérer une couleur, on l'insère avec son nom, c'est-à-dire que si par exemple on vous donne l'attribut BG Color qu'on introduit au niveau de body, est égal, entre guillemets, on écrit par exemple blue, ça veut dire que le fond va être en bleu. Mais maintenant, on ne peut pas connaître les noms de toutes les nuances de couleurs. Alors ceci dit, vous avez la possibilité bien sûr de pouvoir insérer du code hexadécimal correspondant à chaque couleur. Et ce code bien sûr va une fois en insérant ce code-là, automatiquement vous allez avoir la couleur correspondante qui va apparaître sur la page ou sur le site. Alors comme vous le voyez ici, par exemple, le code de ce vert-là, c'est 00FF00. Alors, il y a plusieurs nuances de vert. On peut retrouver un autre vert avec 00FF01, 02 et ainsi de suite. Donc, chaque nuance a bien sûr un code hexadécimal qui lui correspond. Le FFFF, c'est la couleur blanche. Le gris, c'est 6 fois 0 et ainsi de suite. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que chaque couleur a un code bien précis. Alors maintenant, vous allez bien sûr vous poser la question, comment on peut avoir les codes de ces couleurs-là? Alors vous avez plusieurs maintenant éditeurs d'images, comme le Photoshop, comme FrontPage, comme éditeur de page web, qui vous donnent la possibilité d'avoir le code de chaque couleur. Donc il vous donne la main pour pouvoir cliquer sur la couleur que vous voulez. Une fois que vous cliquez sur une couleur, il vous donne la couleur avec son code correspondant. Et à ce moment-là, vous êtes sûr d'insérer ou bien sûr d'utiliser la couleur que vous voulez. Les tableaux. Alors, une chose est très importante au niveau de la programmation en langage HTML, c'est que si vous voulez avoir une page ou un site qui est très bien organisé, il faut absolument l'insérer au sein d'un tableau. C'est-à-dire que si ce n'est pas inséré au sein d'un tableau, on ne peut pas bien sûr formater cette page, la mettre en page, la mettre en forme si vous voulez correctement. Alors avec les tableaux, bien sûr, on peut pouvoir insérer des images, insérer des vidéos, insérer du texte, mais tout en l'organisant d'une manière très professionnelle. Donc sans tableau, on ne peut pas travailler. Alors maintenant, vous allez vous poser la question aussi, alors si on insère des tableaux, comment on va faire pour les bordures? Effectivement, au niveau du langage HTML, vous avez la possibilité de mettre la bordure à 0 et à ce moment-là, vous n'allez pas voir la bordure, mais vous allez voir le contenu de votre page web qui est bien organisé sous forme de tableau sans voir la bordure. Alors, si par exemple vous avez un tableau de ce genre-là où il y a 4 lignes et 4 colonnes, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord déclarer la table. Alors pour pouvoir déclarer la table, c'est la balise double table/table et entre les tables, on insère les lignes. Et au niveau de chaque ligne, on insère les cellules qu'on veut. Alors les TR, ce sont les lignes. Et puis vous avez les TD qui sont les cellules au niveau de la ligne. Alors pour notre exemple là, on va avoir 4 TR et au niveau de 4 TR, on va avoir 4 TD. 1, 2, 3, 4 TD. Chaque TD correspondant bien sûr à une cellule bien précise. Alors toujours au niveau du tableau, vous avez des attributs que vous pouvez bien sûr insérer au niveau de vos tags. Alors ces attributs-là vous permettent bien sûr d'avoir des bordures, avoir une distance entre le contenu de la cellule et bien sûr la bordure, que ce soit en hauteur ou en largeur. Vous pouvez avoir la taille du tableau ou la taille de la cellule, mais toujours vous avez la possibilité d'insérer des attributs au niveau de vos tags pour la construction de votre tableau.
Alors, un emploi des tableaux, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir des tableaux comme vous le faites au niveau de Word, par exemple, au niveau d'Excel. Vous avez la possibilité de fractionner des cellules, comme vous avez la possibilité de fusionner la cellule. Alors maintenant, lorsque vous faites une conception d'une page web, alors faites-la d'abord sur un bout de papier, et puis tracez un tableau fictif, pour lequel vous allez bien sûr, dans lequel, pardon, vous allez insérer les images, vous allez insérer le texte, et ce tableau-là, comme il est sur la feuille, vous pouvez bien sûr le concevoir au niveau de votre page HTML. À ce moment-là, vous avez bien sûr des balises et des attributs qui allaient vous permettre de pouvoir fusionner les cellules ou de fractionner ces cellules-là. Alors pour cet exemple-là, vous avez deux colonnes au niveau du tableau, une colonne qui contient des lignes et une autre colonne où toutes ces lignes-là sont fusionnées. Alors, il y a bien sûr des attributs qui vont vous permettre de faire tout ça. Alors, les attributs, c'est l'attribut call_span et rewspan. Call_span, c'est pour pouvoir, bien sûr, fusionner les colonnes. Rewspan, c'est pour pouvoir fusionner les lignes. Alors, les styles. Les styles, ce sont des règles que l'auteur spécifie sur la visualisation du document. C'est-à-dire que, au niveau de chaque document qui sera visible sur Internet Explorer, vous avez la possibilité d'insérer des styles. Alors, il y a des styles qui sont déjà prédéfinis. Comme vous avez la possibilité d'insérer vos propres styles. Vous avez la possibilité de personnaliser vos styles-là. Alors, les styles, ça peut être des fonds de caractères, ça peut être les tailles de caractères, ça peut être les polices de caractères, ça peut être par exemple le centrage des paragraphes, et ainsi de suite. Tout ça constitue ce qu'on appelle un style. Alors maintenant, vous pouvez trouver des styles qui sont prédéfinis, ou vous pouvez bien sûr vous-même personnaliser vos styles. Alors, vous avez des styles inline, c'est des attributs qu'on ajoute au niveau du body, c'est-à-dire que tous les tailles qui seront utilisés au niveau du body, on insère les styles inline, et à ce moment-là, ce sont des styles qu'on ajoute au niveau du body. Alors, vous avez des styles au début de la page qui seront utilisés au niveau du head. Et bien sûr, vous avez des styles qui sont prédéfinis auxquels vous pouvez faire appel. Alors, rappelez-vous, 3 types de styles. Vous pouvez personnaliser votre style en utilisant bien sûr des attributs au niveau de toutes les tags, tous les tags et toutes les balises au niveau de votre body. Quand vous pouvez avoir des styles au début, au niveau du head, qui seront bien sûr exploités pour toute la page. Sinon, vous pouvez bien sûr faire importer un style qui est déjà prédéfini ou bien sûr qui est déjà préparé par vos soins. Alors maintenant, vous avez bien sûr l'utilisation d'utiliser vos styles. Vous avez par exemple le P pour le paragraphe, Strong, Font Face, Arial et ainsi de suite. Donc vous êtes en train d'imposer un style à votre paragraphe. C'est-à-dire avoir une fonte de caractère Arial, avoir une taille plus grande de 2, avoir une couleur rouge. Et bien sûr, tout ça se trouve à l'intérieur de balises avec des attributs. Et ces balises-là, on les referme. On referme le font, on referme le strong et on referme bien sûr le P pour le paragraphe. Alors maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser les classes. Alors les classes, vous avez l'insertion bien sûr d'un paragraphe avec une classe importante. Alors avec P.important défini au début comme bien mis en évidence en rouge par exemple. Donc c'est une classe qui est prédéfinie et qui bien sûr vous allez l'importer au niveau de votre page HTML. Alors, Cascading Style Cheats, le CSS. Inline, vous avez la possibilité par exemple de travailler avec un style bien défini, avec bien sûr des arguments qui seront insérés au niveau de vos balises là. Alors par exemple, vous avez les H de H1 jusqu'à H6. Alors ce sont des styles que vous imposez à votre texte. Alors maintenant, c'est très important. Si vous utilisez par exemple les styles H1 jusqu'à H6, il faut savoir délimiter le texte qui va être à l'intérieur de ces H1. Maintenant, si vous mettez H1 tout à fait au début et vous ne fermez pas cette balise-là, ça veut dire que tout le texte sera et suivra le style H1. Alors, les styles dans la head.
Parce que le style qu'on vient de voir maintenant, c'est des styles qui sont au niveau du body, c'est-à-dire des attributs que vous allez ajouter à des tags ou des balises. Alors maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter des styles au niveau du head, tout à fait au début. Alors bien sûr, ce sont des styles qui vont être appliqués pour toute la page. Alors, vous appelez la balise style. Par exemple, type est égal à texte / CSS pour pouvoir utiliser un style bien défini. Et bien sûr, vous mettez H2 pour la taille, text align center, la couleur que vous allez utiliser et ainsi de suite. Donc, vous allez imposer un style au niveau du head. Alors, ce style-là sera bien sûr imposé au niveau de toute la page. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser un style prédéfini. Alors pour ceci, file nom du style .css, c'est de l'importation. On va importer un style pour pouvoir bien sûr l'exploiter au niveau de votre page web. Il définit à part et adopté par le document. Donc H2, c'est pour le format, c'est de donner une taille par exemple et un style au paragraphe, text align, center, color et ainsi de suite. Alors, comment on écrit maintenant? Vous avez maintenant les règles générales. Alors, chaque fois que l'on emploie un tag, il y a des règles générales. Donc, on écrit tag et tout à fait entre les accolades, on écrit bien sûr le style, notre style où on définit bien sûr les attributs de notre style. Alors, vous avez les règles particulières. Alors, les règles particulières, on écrit tag et on écrit le nom du tag ici. Et bien sûr, entre les deux accolades, vous avez bien sûr, ou entre les parenthèses, vous avez la définition de votre style. Alors, chaque fois que l'on appelle, bien sûr, le tag classe est égal nom. Alors, en règle générale, vaut pour n'importe quel tag qu'il emploie. C'est-à-dire que je peux créer un style et chaque tag qui va utiliser ce style-là, automatiquement va s'appliquer comme, si vous voulez, une référence de ce tag-là. Alors, en règle contextuelle, vous avez la possibilité aussi d'ajouter une liste. Alors, comme vous devez le savoir, il y a deux sortes de listes. Il y a la liste numérotée et il y a les listes qui ne sont pas numérotées. La différence qu'il y a, c'est l'utilisation de la balise UL et OL. Alors, UL, c'est une liste qui va être numérotée. OL, une liste qui ne sera pas numérotée. Mais ils seront toujours liés avec des LI. Alors, les LI, ce sont les lignes qui vont, bien sûr, constituer la liste que vous avez à voir. Alors, comme s'il glissait par exemple, si vous utilisez un style au niveau du head, chaque fois que vous en faites appel au niveau de votre tag à l'intérieur du body, automatiquement il va faire appel à ce style-là à partir du head et il va l'implémenter pour pouvoir l'exploiter au niveau de l'affichage de votre page web. Alors maintenant, une chose très importante, lorsqu'on commence à travailler avec énormément de styles, vous avez peut-être la possibilité d'avoir, bien sûr, des styles qui se superposent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on emploie un style, on ne le ferme pas, et puis à l'intérieur du body, on emploie un autre style. Alors, lequel des styles va être adopté? Alors, c'est toujours le dernier style qui a été saisi qui va être adopté. Alors, si on reprend ici, par exemple, nous avons à l'intérieur du body, nous avons instauré un style. Le CSS, nous avons instauré un style, par exemple le H2. Mais au niveau du P, on a instauré un autre style. Alors maintenant, vous avez les poids DD, importants, et vous avez les poids du contexte. C'est le dernier qui gagne. Le dernier qui est installé qui gagne. C'est-à-dire que maintenant, si on fait appel à un style à partir du head, et tout à fait après, on emploie un style au niveau des tags, au niveau du body. C'est le dernier style au niveau du body qui va l'emporter et c'est lui qui va être utilisé. Alors, donner du style au texte, propriété des textes. Alors, vous pouvez avoir l'alignement des textes, text align, left, right, center. Vous pouvez avoir de l'espace entre les mots et ainsi de suite. Alors, vous pouvez avoir, par exemple, des espaces entre des lettres aussi, et non pas entre les mots. Vous pouvez avoir, par exemple, du formatage du texte. Alors, toujours est-il, il y a beaucoup de possibilités ou de tags qui allaient vous permettre, bien sûr, de formater votre texte et de le mettre, bien sûr, en forme.
Alors, donner du style toujours au texte, propriété de couleur et de fond. Là aussi, si vous voulez utiliser des couleurs de texte, des couleurs de fond par exemple, des images de fond. Alors, color, deux points, dièse, le code de la couleur. Et bien sûr, c'est la couleur qui va être utilisée pour le texte. Maintenant, background-color, c'est la couleur qui va être utilisée pour le fond de votre page. Background image et bien sûr on donne le chemin complet de l'image pour qu'elle soit insérée au niveau du fond. Là aussi vous avez la possibilité d'utiliser les listes, list style type, disk, circle, square, lower Roman. Là aussi vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir les insérer au niveau de votre page web. Alors, box properties, donc les propriétés d'une boîte si vous voulez. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau d'un tableau, vous avez la possibilité de jouer sur les distances qui existent entre le box et, bien sûr, les marges que vous avez. Donc, top margin, left margin, border, padding, et ainsi de suite. Comme je l'ai déjà expliqué, au niveau du tableau, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le sales padding, le call spacing et ainsi de suite, le row spacing. Donc tout ça, ce sont des commandes qui vont vous permettre de calculer les distances qui existent entre, bien sûr, le contenu, enfin le texte ou l'image, sinon, bien sûr, le contenu de l'image et, bien sûr, les bordures de votre tableau. Alors, deux tags comme cela, mission, regrouper, éléments. Vous avez le tag div, c'est pour le bloc niveau, le niveau de bloc. Et le tag span, qui est un tag double aussi, c'est pour le niveau des textes. Alors, le tag slash leçon ou la balise slash leçon, c'est une feuille de style, problème dans les browsers. Donc, le fait d'utiliser cette balise-là, c'est une balise qui peut provoquer des problèmes entre les navigateurs. C'est-à-dire que c'est une balise qui sera peut-être lue au niveau d'Internet Explorer, mais au niveau, bien sûr, de votre Netscape, elle ne sera pas lue. Il faut, bien sûr, les employer avec prudence. Alors, toutes les balises que je viens de citer maintenant, il faut savoir les utiliser. Alors, il faut limiter l'emploi des règles des propriétés et prendre des mesures relatives plutôt que absolues. Alors, chaque fois que vous êtes amené à préparer une page web ou concevoir une page web, pensez aux internautes. Chaque internaute a la possibilité d'utiliser le navigateur qu'il veut. Alors maintenant, il faut absolument chercher à normaliser votre conception et votre programmation de telle manière à ce qu'elle soit vue correctement par tous les navigateurs. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre des mesures relatives au navigateur plutôt que des mesures absolues. Le choix des polices aussi. Là aussi, on retrouve un grand problème. Vous qui êtes concepteur, par exemple, si vous demandez à ce que, par exemple, le titre soit fait avec une police, je ne sais pas, Verdana, sur votre poste, ça peut marcher sans problème. Pourquoi? Parce que la police Verdana est installée. Mais si, par exemple, un autre internaute charge votre page et qui n'a pas de police Verdana au niveau de sa machine, bah, automatiquement, il va voir le texte avec la police de caractère par défaut qui est installée sur la machine. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Made Netu.